Des ondes vocastes, l'invité. Julie Terrade, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice radio nationale de Médiamétrie. Médiamétrie, c'est l'institut d'études officiel pour la mesure de l'écoute radio. Mais avant de parler de médiamétrie, et comme de coutume dans ce podcast, Julie, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous et quel est votre parcours ? Alors, donc comme vous le disiez, je travaille au département radio sur les dispositifs de mesure nationale. Et moi, je suis arrivée à Médiamétrie en 2007, donc ça fait déjà 15 ans. Et j'ai directement intégré le département radio. Donc ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet-là. Et puis auparavant, j'avais travaillé pendant 7 ans dans un institut d'études assez classique pour travailler sur des études d'un tout autre sujet. Mais donc 15 ans de radio pour moi. D'accord, donc une spécialiste. Alors, on vous a invité pour plusieurs raisons. D'abord parce que Médiamétrie a modifié la méthodologie de mesure de l'audience radio en septembre dernier, mais aussi parce que, de manière générale, on a remarqué que la mesure de l'écoute radio restait encore assez mystérieuse pour beaucoup d'entre nous. Alors, un petit peu d'histoire, quand ont commencé les mesures de l'audience radio par Médiamétrie ? Alors, la mesure radio a été créée en 1986. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'elle existe. Alors, je vais peut-être pas refaire tout l'historique de la mesure radio, mais il y a eu quelques points clés dans l'historique et l'évolution de l'étude. Pour donner quelques exemples, en 99, un tournant majeur puisque on recueillait l'audience de la radio sur la veille, on est passé sur un recueil sur les dernières 24 heures. En 2002, on est passé d'une étude 15+ au 13+. Et puis, en 2005, le lancement de la 126 000, feu la 126 000, on y reviendra, avec l'intégration des études locales. Et puis, en septembre 2021, on a effectivement, pour remplacer la 126 000 et les médias locaux, lancé IR National et ses déclinaisons locales, IR Île-de-France et IR Local. Alors, la mesure de l'écoute radio est principalement déclarative. Cela veut dire qu'un panel de Français sont interrogés par téléphone sur l'écoute veille de la radio. Comment se passent concrètement ces entretiens téléphoniques ? Quelles sont les questions posées ? Alors, juste une petite précision. Donc, c'est une enquête. Ce ne sont pas des gens qu'on panélise, mais c'est une enquête où on va interroger dans ce nouveau dispositif 100 000 personnes à l'année entre septembre et juin pour recueillir l'audience de la radio, non pas sur la veille, mais sur les dernières 24 heures. Concrètement, comment ça se passe ? Il y a plusieurs modules dans le questionnaire. Il y a bien évidemment un module socio-démographique où on va recueillir toutes les informations ayant trait à l'individu et à son foyer. Et puis ensuite, on va passer au questionnaire à proprement parler radio. Et là, on va décliner plusieurs modules. On a un premier module de notoriété, où là, on va proposer une liste de stations de radio aux personnes qu'on interroge pour leur demander si oui ou non ils connaissent cette station. Donc là, on prend une liste de stations qui émettent dans le département de résidence de la personne interviewée. Ensuite, on a un deuxième module, ce qu'on appelle les habitudes d'écoute de la radio. Là, on va demander aux personnes si en semaine, du lundi au vendredi, ils ont l'habitude d'écouter telle ou telle radio. Donc là, on va reprendre les radios qui sont connues de l'interviewé. Et puis ensuite, là, on va rentrer dans le cœur du questionnaire, dans le cœur de la mesure d'audience, où là, on va recueillir en spontané, sans aucune incitation ou citation de station de la part de l'enquêteur, toutes les écoutes qu'ils ont eues au cours des dernières 24 heures. Donc, en introduction, on leur dit que on va leur demander de nous dire tout ce qu'ils ont pu écouter à la radio, que ce soit chez eux, en voiture, au travail ou ailleurs, que ce soit sur un poste de radio, un poste de télévision, un téléphone mobile ou tout autre support, en direct, en replay, en podcast. Ainsi, on couvre un peu tous les modes de diffusion et quelle que soit la localisation. Et puis, on va partir de l'audience, de l'heure de réveil de l'interviewé, et puis dérouler jusqu'à l'heure de l'interview pour leur demander quart d'heure par quart d'heure quelles sont les stations qu'ils ont écoutées, et ensuite on va dérouler l'audience la veille.
et toujours quart d'heure par quart d'heure, même plus précisément demi-quart d'heure par demi-quart d'heure, pour savoir quelle station précisément ils ont écouté au cours des dernières 24 heures. Les demi-quart d'heure, c'est une nouveauté de lire? Non, ça a toujours été. Après, c'est qu'on produit au quart d'heure. En fait, on a tout un système de relance où on leur demande, par exemple, ce matin, à quelle heure vous êtes-vous levé et avez-vous écouté la radio, ne serait-ce qu'un instant. À partir de quelle heure avez-vous écouté? À 8 heures. Était-ce un peu avant 8 heures ou un peu après 8 heures? On a tout un système de relance, mais cette granularité, c'est un recueil au demi-quart d'heure et production au quart d'heure, ça a toujours été la référence. C'est pas associé à la nouvelle étude. Du coup, c'est un espèce d'arbre de décision, la façon dont les questions sont déroulées. Tout à fait. Et ce qui est important, ce qui est vraiment central, les enquêteurs sont briefés pour ça, c'est qu'à aucun moment, l'enquêteur ne peut relancer sur le nom d'une station. C'est vraiment à la personne, en tout cas, il relance pour avoir le nom exact de la station que la personne a écoutée. Donc ça vient spontanément de la personne interrogée et non de l'intervieweur. Voilà. Et ce qui fait que toute station est prise en compte dans les audiences. Alors, où sont localisés les personnels de Médiamétrie qui font ces enquêtes téléphoniques? Et est-ce que ils font ces enquêtes depuis des bureaux de Médiamétrie ou est-ce qu'ils travaillent aussi de leur maison? Alors, on a un terrain d'enquête qui est situé à Amiens, le MC2, et bien depuis mai 2020, depuis le début de la pandémie, on a dû mettre en place. On était évidemment à 100% présentiel sur le terrain d'enquête. On a à peu près une centaine d'enquêteurs qui travaillent chaque soir sur cette enquête. Et depuis le début de la pandémie, avec le confinement, on a mis en place un système pour permettre aux enquêteurs de travailler, de réaliser les interviews à leur domicile, en télétravail. On a aujourd'hui 40% des interviews qui sont réalisées à distance en télétravail. Et comme dans toute entreprise, on a passé un accord pour pouvoir poursuivre du télétravail. Alors, on a certains enquêteurs qui vont être éligibles au télétravail. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que l'enquêteur puisse assurer l'interview en télétravail. Mais on va conserver, finalement, même après la pandémie, une part des interviews réalisées en télétravail. Et sinon, c'est réalisé à partir de notre terrain d'enquête à Amiens. Alors, pourquoi la mesure de l'audience radio n'a jamais été automatisée comme en télé, par exemple ? Alors, ça c'est une question qu'on nous pose souvent, et puis peut-être qu'après on aura l'occasion de parler de notre panel, du nouveau panel pour le coup automatique qu'on va lancer en septembre prochain. Alors, l'enquête téléphonique permet d'interviewer des échantillons très larges. Aujourd'hui, on interroge 100 000 interviews à l'année, et c'est ces tailles d'échantillons importantes qui nous permettent justement de prendre en compte toute la diversité de la radio et de pouvoir restituer des audiences à la fois au niveau national mais également au niveau local, ce qui est central pour la radio. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec un plus petit échantillon. On a besoin vraiment d'un échantillon important. Et puis, je rappelle, parce que souvent on a tendance à comparer sur le marché français la mesure radio à la mesure TV ou à la mesure Internet. Mais en fait, chaque mesure est adaptée à la spécificité du média. Et comme je le disais, le média radio, il y a plus de 1000 stations diffusées en France, il y a une diversité sur le territoire qui est importante, donc seule une enquête téléphonique peut permettre de prendre en compte toute cette diversité. Et puis d'ailleurs, en fait, si on compare la mesure radio en France par rapport aux mesures radio qui existent à l'international, ce qu'on voit, c'est que dans la majorité des pays, et quand on prend des marchés de la taille du marché français, aucun marché ne fait l'impasse sur une mesure déclarative. Et d'ailleurs, quand on compare avec différents marchés, on voit que la France est un des pays les mieux alimentés en data sur la mesure du déclaratif, à la fois en termes de taille d'échantillon, on a un échantillon qui est très important, et de fréquence de restitution. Tous les trimestres ou tous les 2 mois, enfin, tous les 2 ou 3 mois. 4 sorties par an. Vous avez certains pays où il y a 2 points de mesure par an, sur des échantillons de 80 000 individus, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas d'une d'exception française à utiliser le déclaratif pour la radio. Et puis, par rapport à d'autres pays, si on fait un benchmark, on est vraiment bien positionné avec notre étude.
Alors, parlons de cette fameuse EAR ou IR, hein, qui a remplacé la 120 IR. Alors, il faut dire IR, il faut pas dire EAR. Hein. Alors, l'IR. Voilà, IR. Alors, l'IR a remplacé donc la 126 000 radios en septembre dernier. Quels sont les principaux changements de cette méthodologie ? On a lu dans le communiqué qu'il y avait plus d'appels qui étaient faits sur les téléphones portables, qu'aussi tous les départements étaient couverts, mais concrètement, qu'est-ce qui a changé dans la méthodologie, la façon de collecter la donnée et aussi la façon de la restituer ? Alors, c'est pas une révolution de l'étude. D'ailleurs, on peut toujours comparer les résultats, mais c'est une évolution, effectivement, de la méthodologie. Ce qu'on a voulu, c'est d'essayer d'optimiser, de simplifier cette étude. Alors, pour bien comprendre, je vais peut-être vous expliquer comment ont été mesurés avant la 126 000 et les médias locaux. Par exemple, sur l'échantillon qui était constitué. C'est que avant, on avait 75 000 interviews qui étaient réalisées dans le cadre d'un échantillon, on dit échantillon maître, mais représentatif, France entière des individus 13 ans et plus. Et puis, on avait 50 000 interviews qui étaient réalisées dans le cadre de suréchantillons, ce qu'on appelle des surpressions, des suréchantillons en local, pour pouvoir nous permettre de produire des résultats en local à un niveau très fin. Hein, on descend à des agglomérations, pour avoir un minimum, un nombre d'interviews minimum pour pouvoir produire chaque année ces résultats. Mais de fait, d'une, c'était une complexité très importante de piloter cet échantillon, ce double échantillon. On faisait un pilotage unique, mais ça faisait beaucoup de quotas, une gestion très lourde au niveau du terrain. Et puis, en termes de joignabilité, d'appels, on fait des appels, on a toujours fait, et on a été, je pense, un des premiers instituts à faire des appels sur les mobiles, mais on avait besoin, pour piloter ce suréchantillon local, quand même d'utiliser une part importante d'appels sur fixe, parce que les appels sur fixe, avec les préfixes géographiques, nous permettaient de mieux piloter cet échantillon. Donc, de ce fait, on ne pouvait pas augmenter, comme on le souhaitait, le taux d'appel sur mobile. Eh bien, dans la nouvelle étude, donc IR et non EAR, IR national et IR local, on a un échantillon unique de 100 000 interviews représentatifs France entière, sur la base des individus de 13 ans et plus, avec donc on n'a plus cette déformation qu'on imposait sur l'échantillon avant, donc avec des redressements qui sont plus simples aujourd'hui. On a pu augmenter le taux d'appel sur mobile. On a plus de 70% d'appels sur mobile. Avant, on était entre 50 et 55%, ce qui nous permet d'améliorer la joignabilité dans nos études. Et puis, on conserve une granularité géographique fine pour pouvoir produire l'audience sur toutes les régions, sur tous les départements, alors qu'avant, on faisait 72 départements, et puis toujours près d'une centaine d'agglos. Mais en produisant des résultats sur la base de cumuls glissants de 2 ans. IR local, qui sortira fin juillet 2022, sera produit sur la base d'un cumul de 2 saisons, 2021 plus 2021-2022. Donc ça a été le compromis entre la nécessaire simplification de notre échantillon et de notre étude, avec la nécessaire optimisation de la joignabilité, tout en garantissant une granularité géographique fine. Alors, puisque vous avez évoqué du coup l'impact sur le local, le fait de prendre 2 ans de ces nouveaux échantillons, mais du coup uniques sur 1 an, est-ce qu'on ne perd pas du coup en fraîcheur de résultats, puisque les résultats qui seront publiés chaque année couvriront jusqu'à 2 ans en arrière ? Alors, on fait un cumul de 2 ans pour avoir la référence et produire tous les univers. Alors, dans les médias locaux, on était déjà sur une saison. Mais justement, pour permettre aux éditeurs, et ça, ce sera un service réservé, spécifique pour les éditeurs auront la possibilité de regarder les résultats sur une saison. On va leur produire des résultats qui seront à des fins éditoriales. Ce sera pas la référence pour des communications, mais ça leur permettra quand même d'avoir le pouls sur une saison des résultats par univers. En revanche, effectivement, la référence ce sera sur un cumul de 2 ans, et ce qui va nous permettre aussi de stabiliser un peu les résultats et de les rendre plus robustes. Et encore une fois, c'est un compromis qu'on a acté avec le marché, à la fois pour simplifier
et en même temps garder cette granularité. D'accord. J'imagine que les professionnels qui auront accès à cette donnée sur une seule année, ça ne pourra être que sur les zones les plus denses et pas en zone rurale. Alors c'est un service éditorial qui sera accessible sur tous les univers. En revanche, ce sera uniquement sur l'ensemble de l'univers en base 13+. Ils ne pourront pas descendre sur une agglomération et regarder par cible d'âge, mais ça donnera quand même une idée sur l'ensemble des univers, y compris les agglomérations. Et puis il y a un point, puisque là on parle anciennement des médias locaux devenus IR local, mais on a un dispositif spécifique quand on parle du local. Il y a aussi l'Île-de-France, il ne faut pas l'oublier, où là on a une mesure spécifique sur l'Île-de-France, IR Île-de-France, et là pour le coup l'échantillon sur l'Île-de-France est renforcé. On va interroger plus de monde, on va faire plus d'interviews qu'avant, de par ce jeu d'échantillons qui a bougé. Et donc là on va pouvoir produire 4 vagues de résultats au lieu de 3 actuellement. D'accord. Alors une dernière question un peu pratique sur justement cette collecte de données. Quels annuaires vous utilisez pour contacter les numéros de téléphone, aussi bien fixe que portable? Est-ce que vous faites des numéros aléatoires et aux premières questions de l'entretien, vous demandez où est-ce que les gens habitent, ou est-ce que vous avez le moyen? Alors vous disiez que quand vous faisiez par fixe, vous utilisiez l'indicateur pour au moins cibler une des 5 régions pour savoir un peu où est-ce que vous alliez atterrir. Mais de manière générale, vous composez de numéros de manière aléatoire. De manière aléatoire, avec des compositions, des déclinaisons de numéros. C'est-à-dire qu'on a des automates qui vont permettre de faire un +1 sur un numéro qui est généré de manière aléatoire, et ce qui permet aussi de pouvoir joindre des personnes qui peuvent être sur liste rouge, donc on a sur des bases annuaires, mais on décline les numéros, ce qui fait qu'effectivement parfois on peut avoir des personnes qui sont sur liste rouge ou qui ne sont pas, parce que disposer, vu le volume d'adresses et de numéros qu'on génère, il faut pouvoir travailler en aléatoire. On ne pourrait pas avoir un annuaire. Donc, c'est une base aléatoire. Cela veut dire que dans vos collectes de données, certains échantillons sont exclus si jamais, par exemple, une région est surreprésentée. Alors non, ça se fait aujourd'hui. On construit un échantillon, on a un système de quotas qui va nous permettre de piloter l'échantillon et de s'assurer d'une bonne représentativité, de l'échantillon au niveau local également. L'échantillon est construit sur cette base des quotas. Alors, est-ce que les résultats de cette IR ont montré des évolutions particulières en termes de résultats par rapport à la 126 000 ? Non, et d'ailleurs on est dans la continuité. On n'a pas fait de rupture d'historique, puisque, comme je vous le disais, c'est pas une révolution, mais pas en place un nouveau système. On a juste aménagé. Donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait de rupture d'historique, et donc il n'y avait pas de raison que cet aménagement crée une évolution dans les résultats. D'accord. Alors, quelle est la fiabilité de ces enquêtes de manière générale? Quelle est la marge d'erreur? Est-ce que quand on a une radio qui fait, 7% d'audience cumulée, on est vraiment très proche de la réalité, ou est-ce qu'il y a une forte marge d'erreur? Alors, la marge d'erreur, dans l'absolu, c'est difficile de la définir. Elle est toujours associée à une taille d'échantillon et à un pourcentage observé. Alors, je vous avoue que je peux pas vous sortir la formule, et je pense que ça ennuierait vos auditeurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que justement, on a un échantillon qui est quand même très important, 100 000 interviews. C'est probablement l'étude ou l'une des études en France qui adresse un échantillon aussi large. Et en moyenne par vague, on a entre 24 000 et 26 000 interviews qui sont réalisées. Donc la marge d'erreur, elle est associée à la taille de l'échantillon. Donc on a une précision qui est importante. Il y a toujours une marge d'erreur associée à les enquêtes, mais sur les tailles d'échantillons qu'on adresse, la marge d'erreur est quand même relativement limitée. On va être sur des chiffres à la décimale. Donc on est sur des échantillons quand même très robustes.
Alors, les résultats d'audience sont communiqués sur 2 indicateurs. L'audience cumulée, d'une part, c'est-à-dire le nombre d'auditeurs qui écoutent la radio au moins une fois par jour, peu importe la durée. Et on a aussi la part d'audience, ou PDA, qui représente, elle, la part de marché en volume d'écoute, c'est-à-dire qu'elle tient compte de la durée d'écoute de chaque auditeur. Et bizarrement, en France, les radios communiquent surtout sur l'audience cumulée, c'est-à-dire quelque part qui favorise le picorage de l'écoute radio, tandis qu'à l'étranger, et ainsi qu'en télé en France, on utilise surtout la PDA. Alors pourquoi cette particularité de l'audience cumulée selon vous ? Alors, il faudrait demander aux acteurs radio, mais effectivement, on produit les mêmes indicateurs qu'en télévision. Vous parliez de la part d'audience, mais il y a aussi l'audience moyenne, le quart d'heure moyen, la durée d'écoute qui sont utilisés, et évidemment pour la commercialisation, pour le media planning, c'est bien les mêmes indicateurs qu'en TV, c'est du quart d'heure moyen qu'on va utiliser, du GRP. Alors, dans les publications à l'étranger en radio, on a des communications sur la part d'audience, mais moi je vois souvent des communications en contact. Donc il semblerait que ce soit plutôt une particularité radio versus TV plutôt qu'une particularité radio en France. Et on voit même à l'étranger, on voit des fois le weekly cum, des indicateurs une communication qui se fait même sur des couvertures hebdomadaires. Donc il n'y a pas d'indicateur juste ou pas, c'est un choix d'indicateur, et c'est vrai que en radio, on communique davantage sur l'audience cumulée, qui a un sens, c'est quand même le nombre de personnes qui, au cours d'un jour moyen, ont déclaré avoir écouté cette radio. Mais les autres indicateurs peuvent être utilisés. Mais en radio, effectivement, et je pense que c'est pas une exception française en radio, mais c'est vrai que cette notion d'audience cumulée est importante en communication. Pourquoi les web radios ne sont pas mesurées dans l'étude IR ? Alors, elles le sont. Comme je vous disais, dans le déroulé du questionnaire, on demande à la personne de nous déclarer tout ce qu'elle a pu écouter en radio. Donc, il arrive que des personnes, et on relève des citations de web radio, qui nous disent qu'elles ont écouté les citations. Ces citations de web radio sont bien intégrées au total radio. En revanche, aujourd'hui, on n'a pas assez d'audience pour pouvoir les publier une à une, publier l'agrégat. C'est aussi parce que on a une mesure qui restitue une audience sur un jour moyen, et pour le moment on suit cette audience, mais on n'a pas suffisamment d'audience pour pouvoir publier les résultats. Mais dans le total radio, elles sont intégrées, et quand on interroge les personnes, elles peuvent nous déclarer toute écoute, et y compris des écoutes de web radio. Alors, est-ce que Médiamétrie mesure aussi les audiences des autres supports audio, comme les replays, les podcasts ? Alors, oui, comme je vous le disais sur l'introduction, c'est aussi une précision qu'on donne à la personne qu'on interroge, c'est de nous citer toutes ses écoutes, et y compris que ce soit en direct ou en replay ou en podcast. Et puis, 2 fois par an, on a une étude globale radio, vous avez peut-être déjà vu des communiqués de presse, qui est un module en fait qu'on insère juste après le module d'audience, où on va reprendre toutes les sessions déclarées par l'individu, et puis on va demander quel était le support d'écoute pour chaque session, et donc on récupère notamment ce qui nous intéresse, c'est l'écoute sur des supports numériques. On produit l'audience de la radio sur le téléphone mobile, sur un ordinateur, sur une enceinte à commande vocale, et puis si c'était du live ou du replay. Et donc ça, on a 2 vagues par an, on fait 2 points par an, et c'est intégré à l'étude IR nationale, et qui nous permet de mesurer, en tout cas de restituer une audience de la radio sur les supports numériques et aussi en replay. Alors, il y a une autre grande étude pour la radio qui s'appelle le panel radio, et qui sert à mesurer les habitudes d'écoute. Alors, comment fonctionne-t-il ? Et aussi, on a entendu le mois dernier par Constance Binquet, qui était notre invitée, qui est la présidente de Lagardère News et la présidente du bureau de la radio, qui nous a annoncé que la méthodologie de ce panel radio allait évoluer à la rentrée prochaine. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce panel à l'heure actuelle et ses évolutions à venir ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le panel radio est peut-être moins connu que IR National, et pour autant, c'est vraiment un des piliers du dispositif radio. La mesure radio repose sur deux piliers, donc la grande enquête téléphonique dont on vient de parler, IR national, IR local, et effectivement le panel radio qui va donner, je dirais, de la profondeur chronologique aux résultats d'audience sur un jour moyen, puisque ça nous permet de mesurer, de restituer des niveaux de couverture, d'analyser les comportements d'écoute sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et effectivement de faire par exemple des analyses sur la régularité d'écoute des auditeurs. Alors, c'est effectivement l'autre pendant de l'évolution du dispositif, puisque on va, à partir de septembre 2022, faire évoluer ce panel qui va devenir Ear Insights, un panel permanent reposant sur un système de mesure automatique, l'audiométrie individuelle portée. Alors, peut-être pour bien comprendre l'évolution de ce panel, un petit rappel de comment on mesure aujourd'hui le panel radio. Donc, c'est une mesure auto-administrée, c'est-à-dire avec un remplissage de carnet d'écoute. On va panéliser des individus pendant 3 semaines, et puis on va leur demander chaque jour de remplir un carnet d'écoute et de cocher quart d'heure par quart d'heure les écoutes qu'ils ont pu avoir, les stations qu'ils ont pu écouter au cours de la journée. Donc, c'est un remplissage qui se fait maintenant majoritairement online, hein. On a développé une application sur le téléphone, sur le PC, ou en papier crayon. Certaines populations plus âgées choisissent ce mode de remplissage. Et donc aujourd'hui, on a 2 périodes de panélisation. On va panéliser des gens, une partie en septembre-octobre, et puis sur 3 semaines. Et puis en janvier-février, on va constituer un autre demi-panel, toujours avec un remplissage sur 3 semaines. Et donc on a une publication par an qui va cumuler les deux périodes. Avec le nouveau panel Ear Insights, ce panel va s'appuyer sur un panel permanent de 5000 individus âgés de 13 ans et plus, donc représentatifs de la population française, bien évidemment, et qui sont équipés d'un audimètre miniature, Rayton Air, un petit pager, qui doivent porter dans leurs activités quotidiennes tout au long de la journée. Et cet audimètre identifie les écoutes réalisées par les panélistes, donc tout au long de la journée, grâce à la technologie du watermarking. En fait, les éditeurs insèrent une marque inaudible dans le son que ce petit pager est capable de capter. Et c'est comme ça qu'on restitue ces audiences. Donc c'est la même technologie que celle qui est utilisée en télévision, et c'est le même panel que celui qui est utilisé pour la mesure hors domicile en télévision. Est-ce que ça fonctionne pour l'écoute avec des écouteurs sur un téléphone, ce pager? Alors, il se trouve que techniquement, on a la solution pour mesurer l'écoute au casque, puisque on fournit aux panélistes un adaptateur qui peuvent connecter quand ils ont une écoute au casque. Maintenant, dans la vraie vie, on se rend compte que cet adaptateur est insuffisamment utilisé. Donc là, ce qu'on a mis en place, ce qu'on est en train justement de travailler avec notre direction scientifique, c'est une modélisation de l'écoute au casque. Donc c'est quelque chose c'est pour effectivement pouvoir transférer. Alors on va avoir un module posé dans Ear National pour pouvoir recueillir et distinguer les écoutes avec ou sans casque, et on va faire un principe de fusion, pouvoir modéliser l'écoute au casque pour pouvoir la transporter dans Ear Insights. Est-ce que les gens qui font partie de ces panels ont un reward, c'est-à-dire soit des bons d'achat ou un avantage à faire partie de ce panel? Est-ce qu'ils sont rémunérés, ou est-ce qu'ils ont des bénéfices en nature? Alors, il y a toujours une incentive. Quand on constitue un panel, il faut toujours qu'il y ait une incentive. Maintenant, il faut qu'elle soit mesurée, parce que justement, on ne veut pas professionnaliser la participation à un panel. Donc, il y a des incentives, mais elles sont mesurées parce que pour éviter
qu'on ait des professionnels et que ce soit vraiment une voie de rémunération que de participer à un panel. Et ce qui doit motiver le panéliste, c'est quand même l'envie de contribuer à ce panel. Ça doit pas être l'incentive, mais ça doit être encourageant et ça doit être relativement motivant. Est-ce que vous pouvez décrire quelle est cette incentive? Alors c'est un système. Alors là, j'aurais plus. J'ai peur de vous dire des bêtises. J'aurais plus en tête le système. Je pense que c'est un système de points qui cumule, mais on est sur des rémunérations qui sont assez faibles aujourd'hui. Mais c'est un système de cumul de points. D'accord. Les gens qui sont interviewés au téléphone dans le cadre de l'IR normal, national, n'ont pas du tout de ce genre d'incentive par contre. Non, parce qu'on les interviewe en one shot, on les a au téléphone, ils acceptent ou ils acceptent pas de répondre. Très bien. Juste peut-être un point, parce que j'ai pas eu le temps de terminer sur cette évolution du panel. Je voulais juste quand même préciser les bénéfices quand même de par rapport au panel radio actuel. Quels seront les bénéfices de ce panel automatique qui repose donc du coup sur un panel permanent? C'est que grâce à ce nouveau panel, on aura une meilleure représentativité de la saison pour les analyses de comportement d'écoute. On aura plus de périodes d'observation. On aura 2 à 4 vagues selon la souscription des éditeurs. Et puis, on va pouvoir avoir une plus grande profondeur d'analyse avec des couvertures calculées sur 4 semaines, alors qu'aujourd'hui, on est limité à 3 semaines. Voilà, c'était pour préciser les bénéfices de Ear Insights, dont le lancement est prévu en septembre avec des résultats en novembre. Alors, une dernière question. Tous ces changements de méthodologie ils peuvent avoir des conséquences assez importantes sur les audiences des radios. Comment sont prises ces décisions entre les radios et avec Médiamétrie? Au sein de quel collège? Comment s'il y a un vote? Alors, oui, tout à fait. Vous le savez sans doute, on a un système de gouvernance à Médiamétrie. On a différents comités. On a un comité radio, comme on a un comité TV, un comité Internet. Et donc, toutes ces évolutions des dispositifs sont actées en concertation et soumis à un vote avec les acteurs du marché qui sont présents dans ces comités. Alors dans ces comités, on a tous les acteurs du marché, à la fois des éditeurs, mais des agences et des annonceurs également. Et puis en amont de ces comités, on va travailler avec les clients également dans des groupes de travail. On a beaucoup de réunions préparatoires pour pouvoir échanger avec eux sur les évolutions qu'on propose. Mais c'est vrai que les mesures de médiamétrie, elles permettent à nos clients à la fois de piloter leur activité éditoriale et aussi publicitaire. Il faut se représenter l'audience comme une monnaie qui fait référence et qui permet des transactions. Donc c'est une donnée qui est sensible. Et donc on se doit de fournir une mesure juste, une mesure référente, et puis de pouvoir l'adapter en permanence aux évolutions des offres. Et du coup, c'est dans notre mission, notre devoir, mais notre ADN, d'essayer de créer un consensus pour pouvoir fédérer autour d'une mesure commune. Donc les évolutions dont je vous parlais à la fois sur l'enquête téléphonique et sur le panel ont été actées en comité par le marché. Et est-ce que l'univers des annonceurs aussi a un mot à dire dans les évolutions de ces... Ils sont présents au sein de nos comités. On a un collège éditeur et puis un collège agence annonceur. Julie Terrade, directrice radio nationale de Médiamétrie, merci beaucoup. Des ondes Vocast.